La tasse de café en porcelaine trembla dans les mains de capitaine-lieutenant Werner Braun, 36 ans, ingénieur naval de Hambourg, tandis qu'il observait les bassins à flot à travers la brume matinale qui montait de la Garonne. Le vent, à 10 à 8 degrés Celsius, griffait les pavés irréguliers du quai des Chartrons, transportant l'odeur mêlée de tanin provenant des chais incendiés 3 jours plus tôt et de gasoil brûlé s'échappant des épaves de vedettes sabordées. L'acier froid du Carneuf Wicca pendu à son épaule pesait 9 quai gras, 22 août 1944, 16:03 précise. Werner croyait encore que Bordeaux appartenait à la Wehrmacht, du moins pour 48 heures supplémentaires, le temps d'évacuer les documents classifiés vers La Rochelle. À 85 mètres de distance, accroupi derrière une pile de tonneaux vides marqués Château Margaux 1937, Marcel Dubois, 42 ans, docker de Bacalan, fils d'un vigneron du Médoc mort de cirrhose en 1939 et d'une blanchisseuse emportée par la grippe en 1918, positionnait un fusil de chasse d'Arnes calibre 12 volets dans une armurerie abandonnée rue Sainte-Catherine. Cette arme de chasseur, transformée en instrument de guerre par la désespération, portait encore l'inscription gravée sur la crosse. À mon fils Pierre, pour ses 18 ans, 1932. Marcel ne connaissait pas Pierre. Il espérait que Pierre ne connaîtrait jamais l'usage qu'il faisait de son cadeau d'anniversaire. Le canon double tremblait entre ses doigts calleux, noirci par 30 ans de manipulation de cordage et de charbon. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, j'ai réservé quelque chose de vraiment spécial pour vous. En exactement 17 minutes et 43 secondes, Werner apprendrait que les plans parfaits des ingénieurs peuvent s'effondrer à cause d'une passerelle de maintenance que personne n'avait jugée digne d'attention. Le sourire confiant ne durerait pas. Werner avait reçu ses ordres à l'aube. Dans le bunker souterrain construit sous l'hôtel de la Bourse, ce poste de commandement achevé par l'organisation Todt en septembre 1942 pouvait abriter jusqu'à 45 personnes sur 80 carrés-mètres de béton armé renforcés par des plaques d'acier de 8 cm. Le Hauptmann Richter avait été clair, glacial même. Évacuer les archives du U-Boot-Stützpunkt avant 20:00. 4 camions, escorte de 12 hommes, itinéraire par les quais jusqu'au pont de Pierre, puis route vers le nord, éliminer toute menace insurgée. Les FFI contrôlent déjà le centre-ville, mais les quais restent sécurisés. Werner avait hoché la tête avec l'assurance d'un homme qui avait passé 4 ans à transformer Bordeaux en forteresse navale. Diplômé de l'école d'ingénierie navale de Kiel en 1931, il avait supervisé la construction de la base sous-marine, cette cathédrale de béton de 245 mètres de long, 60 mètres de large, toit de 6 mètres d'épaisseur, capable de résister à des bombes de 1000 kg. Il connaissait chaque centimètre carré du port de Bordeaux, chaque quai, chaque bassin, chaque passerelle. Il caressa la photographie pliée dans la poche intérieure de sa tunique. Greta, sa femme, et leurs jumeaux, Klaus et Dieter, âgés de 5 ans. La photo datait de Noël 1943, prise dans leur appartement de Hambourg avant que les bombardements incendiaires ne transforment la ville en enfer. Greta lui avait écrit la semaine précédente. Elle s'était réfugiée chez sa sœur à la campagne, près de Lübeck. Les enfants demandent quand papa rentrera. Je leur dis bientôt. S'il te plaît, fais que ce soit vrai. Werner imaginait son retour, Klaus et Dieter se précipitant vers lui, Greta serrant contre elle cet homme qui avait tenu un port stratégique jusqu'au dernier ordre de repli. Fils d'ingénieur lui-même, son père avait construit des ponts dans toute la Prusse orientale. Werner avait hérité de cette précision allemande, cette fois, dans les calculs, les plans, les systèmes. Chaque problème avait une solution si on appliquait suffisamment de rigueur. Il ajusta la sangle du Carneuf Wicca, vérifia le chargeur de 5 cartouches, sept 92 x 57 mm Mauser. L'arme, conçue en 1898, était devenue légendaire pour sa précision jusqu'à 800 mètres. Professionnel, fiable, allemand. Pas comme ces bricolages pathétiques de la Résistance, ces fusils de chasse rouillés,
ses pistolets de la Grande Guerre. À ses accepts, il ordonna à sa patrouille d'escorte de 9 hommes Gefreiter Koch, 24 ans, de Düsseldorf, Obergefreiter Zimmermann, 31 ans, de Munich, et 7 autres, dont les visages se fondaient dans la routine grise des derniers jours de l'occupation, de monter dans les 2 Kübelwagen qui ouvriraient la route. Les 4 camions Opel Blitz chargés de caisses métalliques scellées suivraient. À l'intérieur, journaux de bord des U-Boots, codes de communication, listes d'agents, documents que les Alliés ne devaient jamais capturer. Formation standard, ordonna Werner. Kübelwagen en tête et en queue. Vitesse constante 30 km/h. Pas d'arrêt avant le pont de pierre. 6 contacts ennemis, feu de suppression et accélération. La tactique était simple, éprouvée. Les quais offraient une ligne droite dégagée de 1-2 km. Les entrepôts étaient vides, les grues silencieuses, les dockers disparus dans la clandestinité. Rien ne pouvait les arrêter. Werner ne pensait pas aux vulnérabilités. Il pensait à Greta. Il pensait à Klaus et Dieter. Il pensait au cognac qu'il boirait ce soir à La Rochelle après cette mission de routine ennuyeuse. Il ne pensait pas à la passerelle de maintenance Nemres, cette structure d'acier rouillé de 1923 qui enjambait le bassin numéro 3 à hauteur d'homme, trop étroite pour les véhicules, donc rayée de ses plans d'évacuation des quais, donc laissée non minée, non gardée, non surveillée. Une erreur de 2-4 mètres de large qui allait coûter 4 vies, transformer un ingénieur confiant en prisonnier brisé. Marcel Dubois n'avait pas dormi depuis 51 heures. Ses mains tremblaient, pas seulement à cause de l'épuisement, mais à cause de la conscience aiguë qu'il tenait entre ses doigts, un objet capable d'arracher la vie en une fraction de seconde. Le Darn calibre 12 pesait 3, un kg, mesurait 105 cm de long, crachait 2 projectiles de chevrotine contenant chacun 9 billes de plomb de 8, 4 mm. À 85 mètres, le groupement serait large, imprécis. Mais à 20 mètres, distance qu'il espérait, chaque décharge transformerait une poitrine humaine en bouillie sanglante. Marcel se souvenait du chef FFI qui lui avait remis l'arme dans une cave humide de la rue Fondodège 4 jours plus tôt. C'est pas un Bren, c'est pas un MAS 36, mais à bout portant, ça fait le boulot. 2 coups, tu recharges, vise le torse, pas la tête, et prie pour qu'il soit assez proche. Docker depuis l'âge de 14 ans, Marcel avait passé 28 années à charger et décharger des cargos, à manipuler des fûts de vin de 225 litres, à tirer des palans, à respirer la poussière de charbon qui noircissait ses poumons. Ses mains connaissaient l'effort brut. Maintenant, elles devaient apprendre la violence calculée. Fils d'un vigneron du Médoc ruiné par le phylloxéra puis par l'alcool et d'une blanchisseuse morte épuisée à 43 ans, Marcel portait encore sur lui l'odeur de sueur mêlée au tanin des barriques. Il avait une femme, Simone, 39 ans, couturière, cachée chez des cousins à Libourne. Il avait 3 enfants, Robert, 17 ans, déjà parti au maquis dans le Périgord, Marie, 14 ans, et le petit Jacques, 9 ans, qui ne comprenait pas pourquoi papa ne rentrait plus à la maison. Marcel avait rejoint la Résistance en juin 1944 après avoir vu les SS fusiller 10 otages sur la place des Quinconces. Parmi eux, son collègue docker, Henri Laporte, 52 ans, père de 4 filles, coupable d'avoir écrit « Morte aux Boches » sur un mur. Marcel avait regardé le corps d'Henri s'effondrer, avait vu le sang former une mare sombre sur les pavés, avait entendu les cris des filles d'Henri. Ce soir-là, il était descendu dans la cave où se réunissaient les FFI de Bacalan. À ses côtés, derrière la même pile de tonneaux, Antoine Mercier, 29 ans, ex-mécanicien des chantiers navals, tenait un pistolet mitrailleur Sten Mark II, celui-là vraiment parachuté par les Britanniques lors d'un largage raté qui avait coûté la vie à 2 résistants en juillet. Le Sten pesait 3,2 kg, mesurait 76 cm, pouvait cracher 550 coups par minute, de munitions 9 mm Parabellum-C, et c'était un si énorme la culasse ne se coinçait pas. Les Sten avaient une réputation détestable. Fabrication rudimentaire, bourrages fréquents, départs accidentels. Mais c'était mieux que rien. À 50 mètres sur leur gauche, dans l'ombre d'une grue portuaire arrêtée depuis 4 ans, Paulette Deschamps, 34 ans,
institutrice du quartier Saint-Michel, devenue infirmière clandestine puis combattante FFI, pointait un fusil MAS-36 récupéré sur un soldat français désarmé en 1940 et caché pendant 4 ans dans un grenier. Elle avait quitté sa salle de classe 11 semaines plus tôt, abandonnant les leçons de grammaire pour les leçons de survie. Ses élèves lui manquaient. Maintenant, elle visait des hommes qui auraient pu être leurs pères. Le MAS-36 pesait 3,8 kg, tirait des cartouches de sept 5 x 54 mm French, portée efficace 400 m. Paulette avait appris à tirer avec son père, gendarme à la retraite, mort en 1942. Elle savait respirer, viser, presser doucement. Mais elle n'avait jamais tiré sur un homme, jamais vu ses balles pénétrer de la chair. Marcel regarda l'horloge de l'entrepôt Calvet, cette horloge monumentale de fonte installée en 1880, qui dominait les quais depuis 3 générations. Les aiguilles indiquaient 16 minutes 37 secondes. Chaque tic-tac métallique résonnait comme un marteau sur son crâne. Il compta les hommes de la patrouille allemande, 9 soldats d'escorte, plus les chauffeurs des 4 camions, soit 13 au total. Contre eux, 12 résistants dispersés le long du quai, cachés derrière des tonneaux, des caisses, des bolards rouillés. La température grimpait, 23 degrés Celsius à l'ombre, 28 en plein soleil. La chaleur faisait coller les chemises au torse tendu. Marcel sentait la sueur dégouliner entre ses omoplates, piquer ses yeux. Il détestait cette attente. L'attente amplifiait la peur, donnait le temps de penser, de douter, d'imaginer les balles déchiquetant sa propre chair. Werner, à 85 mètres, marchait le long du convoi, inspectant chaque camion. Il vérifia les bâches, les sangles, les cadenas des caisses métalliques. Tout était en ordre. Précision allemande. Il monta dans le premier Kübelwagen, à côté du chauffeur, Gefreiter Koch. En avant. Lentement. Surveillez les côtés. Le moteur toussa, rugit. Les 4 cylindres produisaient un son caractéristique, différent des moteurs français. Marcel le reconnut immédiatement. Son cœur s'accéléra. Le convoi s'ébranla. Vitesse 25 km/h, légèrement sous la consigne. Les pneus crissaient sur les pavés humides. L'odeur de gasoil se mêlait à celle des algues pourrissantes à marée basse. Werner observait les entrepôts déserts. Trop calme. Il sentit une tension dans sa nuque, ce 6e sens développé après 4 ans de guerre. Quelque chose n'allait pas. Mais quoi? Les quais semblaient vides. Les bâtiments, abandonnés, aucun mouvement visible. Accélérez légèrement, murmura-t-il la Koch. Je n'aime pas ce silence. Le Kübelwagen passa la vitesse supérieure. 35 km/h maintenant. Marcel vit le convoi approcher. 80 mètres. 70. Sa respiration s'accéléra. Antoine, à ses côtés, murmurait une prière incohérente. Notre Père, qui êtes aux cieux, merde, protégez-nous, foutez-leur la gueule. Le plan était simple, désespéré. Attendre que le convoi soit exactement entre leurs positions. Feu concentré sur les Kübelwagen pour éliminer l'escorte. Ensuite, bloquer les camions, les documents ne devaient pas quitter Bordeaux. Les Alliés en auraient besoin pour démanteler les réseaux d'espionnage, traduire les criminels de guerre, comprendre les capacités des U-boots, 60 mètres. Paulette alignait le premier Kübelwagen dans son viseur. Elle voyait le profil de Werner. Casquette grise, lunettes rondes, visage mince, ride de concentration entre les sourcils. Elle voyait qu'il observait attentivement. Un homme intelligent, prudent, dangereux, 50 mètres. Werner scruta l'entrepôt Calvet. Fenêtres brisées, portes arrachées, puis un reflet, infime, un éclat de métal derrière une pile de tonneaux. Son cerveau d'ingénieur analysa en une fraction de seconde. Métal réfléchissant égale canon d'armes. Tonneau égale couverture. Position tactique égale embuscade. Interholt, cria-t-il. Embuscade. Il n'eut pas le temps de finir le mot. À ces 13 minutes 52 secondes, Marcel pressa les 2 gâchettes simultanément. Double détonation assourdissante. Flamme orange jaillissant des canons.
Recul brutal martelant son épaule comme un coup de masse. Les 10 à 8 billes de plomb se dispersèrent en un cône de mort de 40 degrés d'ouverture. Raconter et préparer cette histoire nous a pris beaucoup de temps, donc, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, revenons à l'histoire. 12 touchèrent le capot du Kübelwagen, arrachant des éclats de peinture grise et de métal tordu. 4 manquèrent complètement, se fichant dans les pavés où elles tracèrent des étincelles blanches. 2 percutèrent Gefreiter Koch. La première bille pénétra sa tempe gauche à 380 mètres par seconde. Déformation du crâne. Fracture osseuse en étoile. Projection de fragments d'os dans le cerveau. Morte instantanée. Sa tête pivota violemment. Sur la droite, éclaboussant Werner de sang, de cervelle, de fragments d'os. Le sang jaillit en jets pulsés, 3 litres pompés en moins de 40 secondes. Le Kübelwagen, privé de conducteur, vira brutalement à gauche. Werner, aveuglé par le sang, agrippa le volant trop tard. Le véhicule percuta un bollard d'amarrage en fonte de 200 kg, choc frontal à 35 km/h. L'avant se plia en accordéon. Werner fut projeté contre le pare-brise, front heurtant le verre qui explosa en 1000 fragments coupants. Douleur fulgurante, vision floue, goût de sang dans la bouche. Le Sten d'Antoine ouvrit le feu une demi-seconde après le fusil de Marcel. Rafale de 15 coups en 2 secondes. Tir incontrôlé, bras tendus, recul incontrôlable. Sur 15 projectiles, 11 manquèrent, ricochant sur les pavés, trouant les bâches des camions, sifflant dans le vide. 4 touchèrent. Oberschreiter Zimmermann, debout à l'arrière du premier camion, reçut 2 impacts. Thorax et abdomen. Les balles de 9 mm, conçues pour la pénétration, traversèrent son uniforme, sa chair, ses organes, poumons, droit perforé, foie déchiqueté. Il s'effondra en arrière, tombant du camion, heurtant les pavés avec un craquement sourd. Sa tête rebondit une fois, inconscient immédiatement, mort en 90 secondes par hémorragie interne. Gefreiter Schneider, 20 ans, de Berlin, reçut une balle dans la cuisse gauche, fémur fracturé. L'artère fémorale sectionnée. Il hurla, un cri aigu, animal, inhumain. Ses mains se crispèrent sur sa jambe. Le sang jaillissait entre ses doigts, rouge foncé, presque noir, sang veineux mêlé d'artériel. Il tomba à genoux, continuant à hurler. Le MAS-36 de Paulette cracha. Une seule balle, sept, 5 mum, précise. Temps de vol, 0. 2 secondes pour parcourir 50 mètres. Elle visa le chauffeur du deuxième camion, mais le véhicule bougea au dernier instant. La balle manqua le chauffeur. Elle percuta. Gefreiter Baumann, 27 ans, de Cologne, assis à l'arrière, impact entre les omoplates, pénétration de 15 cm. Colonne vertébrale sectionnée au niveau de la 4e vertèbre thoracique. Paralysie instantanée des membres inférieurs. Baumann ne comprit pas immédiatement. Il essaya de bouger ses jambes. Rien. Il regarda vers le bas. Ses jambes étaient immobiles. Il essaya encore. Rien. Panique absolue. Il hurla. Ich kann mein Bein nicht fühlen. Je ne sens plus mes jambes. Le reste des résistants ouvrirent le feu. Fusil de chasse, pistolet de la Grande Guerre, un vieux Lebel de 1886, un revolver Camelot Delvigne de 1873. Arsenal hétéroclite, désespéré, glorieusement inadéquat. Les balles sifflaient dans toutes les directions. Certaines touchaient les camions, d'autres les pavés. Une brisa l'horloge de l'entrepôt Calvet. Les aiguilles s'arrêtèrent à 16h13. 58. L'heure exacte où tout bascula. Werner, sorti du Kübelwagen accidenté, s'effondra sur les pavés. Tête résonnante. Vision double.
sang coulant de son front lacéré. Mais l'instinct de survie prit le dessus. Il rampa vers l'arrière du véhicule, utilisant la carcasse métallique comme bouclier. Il arracha le car 9-8K de son épaule, arma la culasse d'un geste mécanique, claquement métallique rassurant. Deckung, feu Zurück. À couvert, feu à volonté. Les soldats allemands survivants réagirent avec la discipline forgée par l'entraînement. Ils sautèrent des camions, se positionnèrent derrière les roues, les caisses, les structures métalliques. 5 hommes encore opérationnels, 6 blessés ou morts. Les cars 9-8K rugirent en réponse. Détonations graves, puissantes, précises. Chaque soldat allemand visait. Pas de tir automatique désordonné. Tir au coup par coup. Rechargement par action de verrou. 5 cartouches, puis rechargé avec une lame chargeur. Marcel se baissa juste à temps. Une balle de sept, 92e, frappa le tonneau à 15 cm de sa tête. Le bois éclata en fragments. L'odeur de vin aigre vieilli depuis 7 ans se répandit. Marcel sentit les éclats de bois piquer son visage. « Merde! Merde! Merde !» Il éjecta les 2 douilles vides, main tremblante, fouilla dans sa poche, 2 nouvelles cartouches, les inséra, referma le canon. Combien de temps? 5 secondes. Dix, une éternité sous le feu. Antoine essaya de tirer une nouvelle rafale. Il pressa la gâchette. Rien. Blocage. La culasse du Sten s'était coincée, douille mal éjectée. Putain de merde. Il frappa l'arme contre le sol, essayant de dégager la douille. Rien. L'arme était morte. Paulette rechargea son MAS 36. Action de verrou. Éjection de la douille vide. Introduction d'une nouvelle cartouche depuis le chargeur interne de 5 coups. Elle visa le soldat allemand positionné derrière la roue du 3e camion. Respira, pressa, détonation, récoule. La balle traversa l'espace, manqua le soldat de 20 cm, frappa le pneu du camion. Explosion du pneu. Le camion s'affaissa brutalement sur le côté. Werner, derrière son Kübelwagen détruit, essuyait le sang de ses yeux. Il évalua la situation avec la froideur d'un ingénieur analysant un problème technique. Position, exposé. Ennemi, nombre indéterminé, au moins 10, dispersé sur centimètres. Pertes amies, 40-50%. Temps avant renfort, aucun renfort disponible. Toutes les unités se repliaient vers le nord. Tactique, impossible de tenir. Impossible de continuer la mission. Une seule option, repli tactique vers la base sous-marine à 800 mètres. Mais les documents, les caisses scellées. Werner prit une décision en 2 secondes. Détruire les documents. Grenades incendiaires sur les camions. Tout brûler. Il cria en allemand. Handgranaten. Zünde die Lastwagen. Grenades Bassoire. Incendier les camions. Goeffret et Wolf, 25 ans, de Francfort, comprit immédiatement. Il arracha 2 grenades Stielandgranat de sa ceinture. Ces grenades à manche, surnommées potato maché par les Alliés, contenaient 180 grammes de TNT. Portée de lancer, 40 mètres. Délai de détonation, 4 secondes après activation. Wolf dévissa le capuchon de la première grenade. Tira la cordelette d'activation. Le mécanisme à friction s'enflamma. 4 secondes. Il se leva à demi, exposa son torse pendant une fraction de seconde, lança. La grenade décrivit un arc parfait. 3 secondes. 2. Elle atterrit dans la benne du 2e camion, au milieu des caisses métalliques. Paulette vit le mouvement. Comprit. Cria. Grenade. 1 seconde. Détonation. L'explosion déchira l'air. Boule de feu orange. Onde de choc. Les caisses métalliques furent projetées dans toutes les directions. Certaines s'ouvrirent. Des feuilles de papier s'envolèrent. Tourbillonnèrent. Brûlèrent. Journaux de bord. Codes. Listes d'agents. Certains documents survécurent. Atterrirent sur les pavés mouillés. D'autres furent consumés instantanément. Le camion s'embrasa. Réservoir de gasoil perforé. Le feu se propagea. Flammes hautes de 3 mètres. Chaleur suffocante. Fumée noire, âcre, toxique.
Marcel sentit l'onde de choc le frapper. Pression douloureuse sur ses tympans. Bourdonnement aigu. Surdité partielle temporaire. Werner ordonna le lancement d'une seconde grenade. Wolf obéit. Cette fois, il visa le premier camion. Lancé. Arc. 4 secondes. La grenade explosa sous le châssis. Le réservoir se déchira. Explosion secondaire, plus violente. Boule de feu de 5 mètres. Le camion entier se souleva, retomba sur le côté. Les flammes dévorèrent tout. 2 camions en feu. Les 2 autres intacts, mais exposés. Werner devait les détruire aussi. Mais il n'avait plus de grenades. Munitions sur les camions. Tirés dans les réservoirs. Les 5 Kar-9 8K se tournèrent vers le 3e camion. Salve coordonnée. 5 détonations quasi simultanées. 3 balles manquèrent. 2 percutèrent le réservoir. Le métal se perfora. Le gasoil se répandit. Mais le gasoil ne s'enflamme pas facilement avec une balle. Il faut une source d'ignition plus chaude. Werner comprit. Il visa une flaque de gasoil près des camions en feu. Tira. La balle ricocha sur les pavés. Étincelle. Pas suffisant. Il rechargea. Visa à nouveau. Tira. Cette fois, la balle frappa un morceau de métal incandescent projeté par les camions en feu. Étincelle plus grande. La flaque de gasoil s'enflamma. Le feu rampa vers le 3e camion. Atteignit le réservoir perforé. Ignition. 3e explosion. Marcel, Paulette et Antoine regardèrent, impuissants. Les documents qu'ils devaient capturer partaient en fumée. Leur mission échouait sous leurs yeux. « On doit avancer !» hurla Marcel par-dessus le bourdonnement dans ses oreilles. « On doit sauver ce qui reste !» Il se leva à demi, commença à courir vers les camions. 80 mètres. 70. Une balle de Kar-9 8K siffla à 10 cm de sa tête. Il plongea derrière un bollard, pavé dur. Choc sur l'épaule, douleur aiguë, Paulette couvrit. Elle tira 3 coups rapides vers les positions allemandes, rechargement entre chaque coup, action de verrou, éjection, introduction, visée, tir, répété. Ces 3 balles forcèrent les Allemands à se baisser. Cela donna à Marcel 3 secondes. Il rampa, 10 mitraillettes gagnées, se cacha derrière une caisse de marchandises pourrie. Werner le vit bouger. Intelligent, pensa-t-il. Ils essayent de sauver les documents. Il faut détruire le 4e camion, maintenant. Mais il n'avait plus de grenades, ses hommes non plus. Il devait improviser. Wolf. Le bidon d'essence de réserve sur le Kübelwagen. Wolf comprit. Chaque Kübelwagen transportait un bidon de 20 litres d'essence. Il rampa vers le véhicule accidenté, sous le feu. Une balle frappa le métal à côté de sa main. Il ne s'arrêta pas, atteignit le bidon, l'arracha, 20 litres, pesait 15 kilogrammes. Versez-le sur le fer, 4e camion. Ensuite, balle incendiaire. Wolf courut, plié en 2. 15 mètres. Le bidon ballottait. Essence giclant du bouchon mal serré. 10 mètres. Une balle ricocha sur les pavés près de ses pieds. 5 mètres. Il atteignit le 4e camion. Vida le bidon sur le capot, la cabine, la benne, l'essence se répandit, odeur puissante, étourdissante. Il jeta le bidon vide, courut vers sa position. Werner visa le capot imbibé d'essence, tira. La balle percuta le métal, étincelle, pas suffisant. Il rechargea, visa l'endroit exact, tira à nouveau. Cette fois, l'étincelle fut suffisante. L'essence s'enflamma. Le 4e camion s'embrasa instantanément. Flammes dévorantes. Chaleur insoutenable. Les derniers documents partaient en fumée. Papier noirci, gondolé, illisible. 4 ans de renseignements. Des dizaines d'agents compromis. Des réseaux entiers documentés. Tout réduit en cendres qui tourbillonnaient dans le vent de la Garonne. Marcel, à 60 mètres, regardait l'échec total de leur mission. Les flammes atteignaient maintenant 6 mètres de hauteur. La fumée noire formait un nuage visible à des kilomètres. Les cloches de la cathédrale Saint-André se mirent à sonner, signal d'alarme pour tout le quartier, 6x 7 minutes, 33 secondes. Moins de 4 minutes s'étaient écoulées. 4 minutes qui semblaient 4 heures.
On ne peut pas les laisser s'échapper, murmura Marcel, voix rauque, gorge brûlée par la fumée. Les documents sont perdus, mais on peut les capturer, les interroger. Antoine, son sten toujours coincé, avait dégainé un vieux revolver d'ordonnance française de 1892, calibre 8 mm Lebel. 6 coups, portée effective, 30 mètres au maximum. Il hocha la tête. Paulette rechargea son MAS 36 avec son dernier chargeur, 5 cartouches. Après ça, elle n'aurait plus qu'un couteau de cuisine volé dans une auberge abandonnée. Werner évalua à nouveau la situation. 4 camions détruits. Mission accomplie, dans un sens tordu. Les documents ne tomberaient pas aux mains des FFI. Mais son escorte était décimée. Gefreite Koch, mort. Obergefreite Zimmermann, mort ou mourant. Gefreiter Schneider. Exsangue, inconscient, probablement mort dans moins de 2 minutes. Gefreiter Baumann. Paralysé, hurlant toujours. 3 autres blessés légers. 5 hommes encore capables de combattre, lui inclus. Repli, ordonnat-il. Formation en V inversée. Je couvre l'arrière. Direction base sous-marine. Emportez les blessés qui peuvent marcher. Les autres. Il ne finit pas la phrase. Tous comprirent. Les blessés graves seraient abandonnés. C'était la guerre. C'était la logique glaciale de la survie. Gefreiter Wolf et Unterofficier Kraus soulevèrent Baumann, chacun sous une épaule. Baumann hurlait toujours. « Mein Ben, ich kann nicht gehen. Mes jambes, je ne peux pas marcher. Halt den Mund. Ferme-la, aboya Kraus. Le silence est notre seule chance de survie. Ils commencèrent à reculer, lentement, Wolf et Kraus portant Baumann. 2 autres soldats progressant à reculons, car 9-8, qu'à pointer vers les positions des résistants. Werner en queue, balayant les quais du regard. Marcel vit le mouvement. Il se replie. On ne peut pas les laisser atteindre la base. Il se leva, courut vers une autre position, 20 mètres plus proche. Cette fois, pas de tir l'arrêta. Les Allemands étaient trop occupés à reculer. Il plongea derrière une pile de rails de chemin de fer rouillés, vestige du réseau ferroviaire portuaire d'avant-guerre. Paulette bougea aussi. Elle rampa vers la grue désactivée, grimpa sur la plateforme de contrôle à 3 mètres de hauteur. Meilleure position de tir. Elle voyait maintenant clairement les Allemands en retraite. Elle visa Wolf, celui qui portait le blessé hurlant. Respira. Son doigt caressa la gâchette. 2. 5 kg de pression nécessaire. Elle appliqua 1 kg. 1. 5. 2. Elle s'arrêta. Wolf portait un blessé, tirait sur un homme portant. Un blessé. C'était quoi? Pragmatique ou barbare? 4 ans d'occupation. 4 ans d'humiliation. 4 ans à voir des hommes fusillés, des femmes violées, des enfants affamés, les 10 otages de la place des Quincons. Henri Laporte s'effondrant dans une gerbe de sang. Elle pressa jusqu'à 2-5 kg. Détonation. La balle traversa l'espace en 0,15 secondes. Percuta Wolf dans le haut du dos, juste sous l'omoplate gauche. Pénétration de 12 cm. Poumon perforé. Wolf s'effondra. Baumann, qu'il portait, tomba avec lui, hurla de douleur renouvelée en percutant les pavés. Kraus, déséquilibré, lâcha aussi le blessé. Wolf était au sol, sur le ventre. Il essaya de respirer. Impossible. Sang remplissant son poumon. Il toussa. Sang giclant de sa bouche. Il avait 25 ans. Il pensait à sa mère à Francfort. Il pensait au jardin derrière leur maison. Il pensait aux pommes qu'elle faisait cuire avec de la cannelle. Il mourut en pensant aux pommes. Werner vit Wolf tomber. Rage froide. Il se retourna complètement, dos à la direction de retraite, visa la grue d'où le coup était parti. Il vit une silhouette, petite, mince. Une femme? Une foutue femme? Il visa. Tira. La balle frappa le montant métallique de la plateforme à 40 cm de Paulette. Étincelle. Vibration du métal. Elle se jeta au sol de la plateforme. Werner rechargea. Visa à nouveau. Tira. Cette fois, la balle passa à travers la plateforme, 15 cm à gauche de Paulette. Elle rampa vers l'échelle, descendit aussi vite que possible,
mains glissant sur les barreaux rouillés. Elle tomba les 2 derniers mètres. Choc, cheville tordue. Douleur aiguë, Marcel, depuis sa position, tira ses 2 coups de fusil de chasse presque simultanément. Distance, 45 mètres. Trop loin pour la chevrotine. Les projectiles se dispersèrent. Sur 18 billes, peu, être 3 ou 4 atteignirent la zone des Allemands. Aucune ne toucha de cible humaine. Elles ricochèrent sur les gravellas, pavés, les structures métalliques. Mais l'effet psychologique fonctionna. Les Allemands accélérèrent leur retraite. Discipline tactique cédant à la panique organisée. Werner hurla. Schneller. Lasst die Toten. Plus vite. Abandonnez les morts. Baumann, paralysé sur les pavés, comprit qu'on l'abandonnait. Ses yeux s'écarquillèrent. Non. Lasst mich nicht zurück. Non. Ne me laissez pas. Krause le regarda une seconde. Une seule seconde d'humanité perçant la carapace du soldat. Puis il tourna le dos et courut. Werner était maintenant à 150 mètres des camions en feu, 650 mètres de la base sous-marine. Ses hommes couraient devant lui, ils couvraient leur retraite, marchant à reculons, car 9 UTK pointés vers les positions des résistants. Marcel rechargea son Darn. Main tremblante, 2 nouvelles cartouches. Il se leva pour poursuivre. Antoine l'attrapa par le bras. « Non, laisse-les partir. »« Quoi ? Ils vont s'échapper. »« Regarde. » Antoine pointait vers le sud. Des silhouettes apparaissaient. Beaucoup de silhouettes. Des dizaines. Des résistants des autres quartiers, attirés par le bruit de la bataille, par la fumée noire visible à des kilomètres. Ils arrivaient en courant, certains armés, d'autres avec juste des barres de fer, des couteaux, des bouteilles incendiaires. « Ils sont déjà piégés, » murmura Antoine. « La base sous-marine est encerclée depuis ce matin. Ils courent vers une souricière. » Marcel comprit. Il abaissa son fusil. Paulette les rejoignit, boitant, chevilles enflées. Son visage était pâle, ses mains tremblaient violemment. « J'ai tué un homme. » Marcel hocha la tête. « Nous avons tous tué aujourd'hui. » Le silence tomba entre eux, un silence lourd, chargé de fumée et de culpabilité. Autour d'eux, les 4 camions brûlaient toujours. Les flammes commençaient à diminuer, mais la chaleur restait intense. L'odeur de chair brûlée se mêlait à celle du gasoil et du papier consumé. Ils s'approchèrent lentement des épaves. Marcel s'agenouilla près de Gefreiter Schneider. Le jeune homme de 20 ans était mort, yeux ouverts fixant le ciel gris de Bordeaux. Une mare de sang s'était formée autour de sa jambe déchiquetée. Marcel ferma doucement les paupières. Geste absurde, respectueux, humain au milieu de l'inhumain. Obergefreiter Zimmermann était mort aussi, étalé sur les pavés, sang séché formant une croûte noire sur sa tunique. Wolf gisait face contre terre, sang coulant encore de sa bouche. Baumann, paralysé, pleurait silencieusement. Larmes traçant des sillons propres sur son visage couvert de suie. « Bitte, helft mir, s'il vous plaît, aidez-moi. » Paulette s'approcha. L'instinct d'institutrice, d'infirmière, reprenait le dessus. Elle s'agenouilla près de lui. « Je suis désolée, je suis vraiment désolée. » Elle ne savait pas s'il comprenait le français. Elle espérait que le ton suffisait. Elle ouvrit sa sacoche d'infirmière improvisée, sortit une ampoule de morphine volée à l'hôpital Saint-André, la brisa, remplit la seringue, injecta dans le bras de Baumann. Quelques secondes, la morphine fit effet. Les traits de Baumann se détendirent. Ses pleurs cessèrent. Ses yeux se fermèrent à demi. « Donc, » murmura-t-il, muté, « ich komm bald nach Hause. Maman, je rentrerai bientôt à la maison. Il mourrait dans 3 heures, seul, abandonné par les siens, soigné dans ses derniers moments par l'ennemi qu'il avait abattu. L'absurdité de la guerre concentrée dans un instant de compassion entre une institutrice française et un soldat allemand paralysé. Werner et ses 4 hommes survivants atteignirent les abords de la base sous-marine à 16h34. 21 minutes après le début de l'embuscade. Ils couraient maintenant, discipline abandonnée, simple instinct de survie, ce qu'ils découvrirent les glaça. La base était encerclée.
Des centaines de résistants occupaient les bâtiments environnants, des barricades bloquaient toutes les rues adjacentes. Des drapeaux tricolores flottaient sur les toits. Les FFI contrôlaient le quartier depuis l'aube. Werner s'arrêta, mains sur les genoux, respirant difficilement, sang séché sur son visage, lunettes cassées, uniforme déchiré. Il regarda ses hommes, Krause, 31 ans, Becker, 23 ans, Hoffmann, 26 ans, Meyer, 28 ans, tous épuisés, tous blessés légèrement, tous comprenant qu'ils étaient piégés. « Qu'est-ce qu'on fait, Herr Capitaine-Lieutenant » demanda Krause, voix brisée. Werner regarda autour de lui. Les épaisses murailles de la base sous-marine se dressaient à 200 mètres. Béton de 6 mètres d'épaisseur. À l'intérieur, être 200 soldats allemands retranchés. Des vivres pour 3 jours, des munitions pour 1 semaine. Mais après, aucun renfort ne viendrait. L'armée allemande évacuait toute la côte atlantique. Bordeaux serait abandonné dans moins de 48 heures. Tenir la base n'avait aucun sens stratégique. Se rendre? Werner pensa à Greta, à Klaus et Dieter. Il pensa à l'ingénieur qu'il avait été, construisant des forteresses de béton qui devaient durer 1000 ans. Maintenant, ces forteresses devenaient des prisons. Il pensa à la photographie dans sa poche. Il la sortit, pliée, tachée de sang. Le visage de Greta était barbouillé de rouge, celui des jumeaux, à peine visible. Il caressa le papier détrempé. « On se rend, dit-il finalement. On jette les armes, on lève les mains, on survit. » Krause écarquilla les yeux. « Herr Capitaine-Lieutenant, si on se rend aux terroristes. » « Ce ne sont pas des terroristes, » coupa Werner, voix fatiguée. « Ce sont des hommes défendant leur ville, exactement comme nous l'aurions fait si des uniformes étrangers occupaient Hambourg, Munich, Berlin, Cologne. » Il détacha la sangle de son quart, 9-8K, laissa l'arme tomber sur les pavés avec un claquement métallique. Leva les mains. Ces 4 hommes hésitèrent. Puis, un par un, ils laissèrent tomber leurs armes. Des résistants sortirent des ombres. 30, certains très jeunes, 6 à 17 ans. D'autres vieux, 50 à 60 ans. Tous les âges entrent, ouvriers, commerçants, professeurs. Bordeaux entière s'était soulevée. Ils encerclèrent les 5 Allemands. Regard haineux. Quelqu'un cracha. Un autre leva une barre de fer. Un homme s'avança. 45 ans environ. Cheveux gris. Brassard FFI au bras. Il s'adressa à Werner en allemand hésitant. « Vous, officier ?» Werner hocha la tête. « Capitaine-lieutenant Werner Braun, ingénieur naval. Je me rends. » Mes hommes se rendent. L'homme français examina Werner. Vit le sang séché, les lunettes cassées, l'épuisement total. « Vous avez brûlé les documents. » « Oui. » « Pourquoi ?»« Ordre. » Ces documents auraient pu sauver des vies. Identifier les agents nazis, démanteler les réseaux. Werner ne répondit pas. Que pouvait-il dire? Qu'il avait fait son devoir. Que les ordres étaient les ordres. Ces mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. L'homme français fit un geste. 3 résistants s'avancèrent avec des cordes. Ils attachèrent les poignets des 5 Allemands. Pas brutalement, pas doucement non plus, efficacement. « Vous allez où ?» demanda Werner. École primaire rue Ferrer, pont de rassemblement des prisonniers, ensuite camp près de Libourne. Après, je ne sais pas. Ce n'est plus mon problème. Ils commencèrent à marcher, Werner et ses 4 hommes, entourés par 30 résistants armés. Les rues de Bordeaux défilaient. Werner les connaissait toutes. Il avait marché sur ces pavés pendant 4 ans. Occupant, conquérant. Maintenant, prisonnier, des civils sortaient des maisons, certains applaudissaient, d'autres crachaient. Une vieille femme, 70 ans peu, s'approcha de Werner, elle le gifla, forte, la joue brûla. « Pour mon fils, cracha-t-elle, fusillé à Souges en 1942, il avait 22 ans. » Werner baissa la tête. Que pouvait-il dire? Que lui-même avait des fils? Que toutes les mères pleuraient leurs enfants morts? Ils atteignirent l'école rue Ferrer à 17-12. La cour était remplie de prisonniers allemands. Peu, être 200. Certains blessés,
allongés sur des brancards improvisés, d'autres assis, tête entre les mains, tous épuisés, tous vaincus. Werner fut poussé dans une salle de classe, petit bureau d'écolier, tableau noir avec des équations de mathématiques inachevées, carte de France au mur, encore marquée des anciennes provinces. Il s'assit sur un petit bureau, le bois craqua sous son poids. Il sortit à nouveau la photographie de Greta, la regarda longuement. Le sang avait séché, formant une croûte brune sur le papier. Le visage de sa femme était à peine reconnaissable. Il se mit à pleurer, silencieusement, larmes traçant des sillons propres sur son visage couvert de suie et de sang. 36 ans, ingénieur brillant, constructeur de forteresses. Maintenant, prisonnier dans une salle de classe, entouré de tables où des enfants français avaient appris l'alphabet. La guerre transformait les hommes en statistiques. Capitaine-lieutenant Werner Braun devenait simplement prisonnier numéro 4731. Marcel, Paulette et Antoine retournèrent à leur position près des camions calcinés. Les flammes s'étaient éteintes. Restaient les carcasses fumantes, les corps des morts allemands, l'odeur persistante de chair et de papier brûlé. D'autres résistants arrivaient maintenant. Des équipes de récupération fouillaient les épaves, cherchant des armes, des munitions, des documents qui auraient survécu. Ils trouvèrent peu de choses. Quelques pages à moitié brûlées, illisibles, des cartouches fondues, des débris métalliques tordus. Un homme s'approcha de Marcel, chef de secteur FFI, brassard rouge. Bon travail. Vous avez détruit le convoi. Ils ont brûlé les documents, répondit Marcel, voix amère. On a échoué. Vous avez capturé un officier ingénieur, Werner Braun. Il a supervisé la construction de toute la base sous-marine. Il connaît les plans, les faiblesses. Il parlera. On récupérera ce qu'on peut. Marcel hocha la tête. Victoire partielle, victoire sanglante. Il regarda le corps de Gefreiter Schneider, 20 ans, de Berlin. Il pensa que ce garçon avait probablement une mère. Une fiancée peut être des amis qui plaisantaient avec lui dans les bistrots. Maintenant, un cadavre sur des pavés bordelais, à 1500 kilomètres de chez lui. Marcel pensa à sa propre famille. Simone cachée à Libourne, Robert au maquis, Marie et Jacques qui ne comprenaient pas pourquoi papa ne rentrait pas. Il se demanda si Robert était encore vivant. Les maquis du Périgord subissaient des raids allemands constants. « Je rentre », murmura-t-il à Antoine. « Je ne peux plus. Je ne peux plus regarder ça. » Antoine comprit. Il serra l'épaule de Marcel. « Va, on nettoiera, on enterrera. » Marcel partit. Il marcha à travers les rues de Bordeaux. Drapeaux tricolores flottaient partout. Des gens chantaient la Marseillaise. Des enfants couraient, riant, libérés de 4 ans de peur. La libération était en cours. Mais Marcel ne ressentait aucune joie. Il ressentait seulement un vide immense, un trou dans sa poitrine où quelque chose d'essentiel avait disparu. Son innocence peut être, sa foi en l'humanité, sa capacité à regarder un homme sans calculer ou placer une balle pour maximiser les dégâts. Il atteignit sa petite maison de docker à Bacalin. Abandonné depuis 2 semaines, il ouvrit la porte. Odeur de moisi, mobilier poussiéreux. Photos de famille sur le buffet. Il s'effondra sur le lit, sans retirer ses bottes, sans retirer ses vêtements tachés de sueur, de poudre, être de sang. Il ferma les yeux et revit le visage de Gefreiter Koch au moment où les billes de plomb avaient fracassé son crâne. Encore, et encore, et encore. Il ne dormit pas cette nuit-là, ni la suivante, ni celle d'après. Le 22 août 1964, 20 ans jour pour jour, Marcel Dubois, 62 ans maintenant, cheveux gris, dos voûté par des décennies de travail portuaire, marchait le long du quai des Chartrons. Il tenait la main de sa petite fille, Sophie, 6 ans, cheveux bouclés, robe rouge, innocence absolue. Le port avait changé, modernisé. Les vieux tonneaux avaient disparu, remplacés par des containers métalliques. Les grues manuelles remplacées par des grues électriques géantes. Les pavés recouverts de bitume, l'entrepôt Calvet, rénové, transformé en centre commercial, l'horloge réparée, aiguille tournant à nouveau. Personne ne savait, personne ne se souvenait. Marcel s'arrêta à l'endroit exact où il s'était caché derrière les tonneaux.
Il regarda les pavés. Lisses, propres, innocents. Aucune trace des 4 camions brûlés, des corps désarticulés, du sang qui avait formé des mares sombres. « Papy, pourquoi on s'arrête » demanda Sophie. Marcel ne répondit pas immédiatement. Il regardait fixement les pavés, comme s'il pouvait encore voir les fantômes de ce jour d'août 1944. « Papy » Marcel sentit les larmes monter. 20 ans. 20 ans. Et ça faisait toujours aussi mal. « C'est ici, murmura-t-il finalement, voix cassée, que j'ai appris qu'un docker peut devenir un tueur, et qu'un ennemi peut avoir des enfants comme moi. » Sophie ne comprit pas. Elle le comprendrait 40 ans plus tard, en 2004, quand elle trouverait dans la cave de la maison familiale, après la mort de Marcel, un vieux fusil d'Arne rouillé, une boîte de douille vide, et un carnet où son grand-père avait écrit, page après page, le même nom, Koch, Schneider, Zimmermann, Wolf, 4 noms répétés des centaines de fois, comme une pénitence, comme une prière, comme un cri silencieux. Le fusil fut donné au musée de la Résistance de Bordeaux. Une petite plaque discrète l'accompagne, fusil de chasse d'Arne utilisé lors de la libération de Bordeaux, août 1944. Donateur anonyme. Aucune mention de Marcel Dubois. Aucune mention de Werner Braun. Aucune mention des 17 minutes et 43 secondes qui les transformèrent tous deux, l'une en prisonnier hanté, l'autre en tueur malgré lui. Ensuite, nous avons 2 autres histoires incroyables qui vous attendent. Il vous suffit de cliquer sur l'image que vous souhaitez regarder et vous y serez dirigé. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, cela nous ferait vraiment plaisir.